clairement, et enfin, voilà, je me suis posé une question, et donc je vous la pose aussi. À votre avis, est-ce que cette classe-là est... faut appuyer sur un bouton là ou... Non, c'est bon. Ok, donc ma question est toute bête, j'ai écrit un petit bout de code là tout à l'heure. Est-ce que ça vous semble bien écrit ou pas? Est-ce qu'elle vous semble bonne cette classe? Alors si vous dites oui ou si vous dites non, après il faudra me dire pourquoi, hein. Autrement c'est trop facile. Une sorte sémantique, des trucs constructeurs qu'il faut activer, etc. C'est-à-dire? Genre en fait que ce soit donc un instructeur virtuel par défaut, c'est-à-dire en gros tu supposes tu peux être hérité, du coup tu indiques un type de sémantique. Donc effectivement, ça c'est une classe qui va servir de classe de base, on est d'accord? Tu dois rendre explicite les fonctions spéciales avec des defaults et des delete. Voilà. Lesquelles? Alors là, je pense que c'est pas ça que tu cherches, mais string name et private et les classes dérivées ne pourront pas y accéder. Oui. C'est sans doute pas l'objet de... Ok, donc c'est effectivement pas ça que je cherchais, mais c'est pas grave. C'est mon téléphone qui sonne comme ça, je suis désolé. Ok, comme ça les classes dérivées peuvent y accéder, donc je repose la question sur cette classe-là. discard, oui. C'est pas juste le code du descripteur qui va être recompilé dans chacune des unités de traduction, alors que si on avait implémenté dans le CPP, ben, ça aurait été compilé que dans le code, comme si on avait un sport pointer avec des descripteurs un peu compliqués, du coup dans chacun des points, on aurait recompilé le code du descripteur. Donc là, effectivement, le destructeur va être inline, et donc va exister dans chaque truc. Bon, il est vide, il fait rien. Il fait pas grand-chose. Pardon. Si on l'écrivait à la main, il serait vide. Il détruit le string, mais ouais. Bon, qui écrirait du code comme ça? C'est étrange d'avoir un membre et des fonctions virtuelles. Une série de fonctions virtuelles comme ça. Ça ne correspond pas aux interfaces à la Java, mais ça tombe bien, j'aime pas les interfaces à la Java. Bon, en fait, on va revenir sur le point de tout à l'heure. Je vais poser une question qui est, si je déploie ça, que vaut A? Underscore V, c'est équivalent à faire 2 points de point value. Donc, effectivement, alors attendez, comme j'ai tapé le code un petit peu vite, allez, on va le faire juste pour le besoin de la cause. Effectivement, hop. Alors, est-ce que la classe est move constructible? Ouais. Est-ce qu'elle a un constructeur par déplacement? Non. En fait, elle n'a pas de constructeur par déplacement. C'est ça que j'ai découvert, je ne m'y attendais pas. Ça, c'est expliqué dans l'ensemble. Tu as le meilleur, je ne sais pas encore bien assigné le truc, mais ouais, il explique tout. À partir du moment où tu définis un truc, tu dis qu'en gros,
partir du moment où tu en mets un, il y a plutôt susceptible de faire des choses spéciales. Alors, si tu avais mis 2 accolades. Alors, la question qui peut se poser, c'est si ici, au lieu de mettre égal default, Ouais. j'avais mis Ça a viré les moves. Mais egal default. égal default aussi. Alors, en fait, dans le vocabulaire du standard, il y a deux expressions qui sont très proches, mais qui ne sont pas les mêmes. Il y en a une qui est écrite en italique, qui est user provided, et il y a l'autre qui n'est pas écrite en italique, qui est user declared. Ah oui, j'étais tombé dessus. Donc là, à partir du moment où on parle du destructeur, il est user declared. Il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de finesse. On cite le destructeur dans la classe, il est user declared. Et par contre, lui, il n'est pas user provided. Par contre, non, pardon, hop. Lui, il est user provided. Il n'y a pas une arnaque comme ça, si tu mets ton égal default dans le CVP ou dans le point H, ça reste pas pareil? Alors, si je ne mettais pas l'équal default là, mais dans le point CPP, il serait user provided. En fait, pour être non user provided, mais être user declared, c'est un peu chiant comme vocabulaire. Donc, s'il est user declared et qu'il est defaulted ou deleted dans la première déclaration, en ce cas-là, il n'est pas user provided. Autrement, il est user provided. Sauf que pour savoir s'il y a un constructeur de déplacement ou pas qui existe, on s'en fout du user provided. La seule chose qui compte, c'est user declared. Donc, tel qu'il est écrit là, on n'a pas le constructeur par déplacement n'a pas le droit d'être généré. Et donc, ça veut dire que si on essaie de déplacer la classe là, on va copier, donc on va copier la chaîne, etc. Donc, ça revient effectivement à la remarque qui est que finalement, quand on écrit ce genre de classe, c'est ce qu'on appelle la règle des 5, mais je pensais qu'on était dans un cas particulier, on n'était pas obligé de la suivre en fait. Et là, je me rends compte que même dans ce cas-là, même dans le cas d'une classe de base virtuelle, où on a juste voulu mettre un destructeur virtuel qui ne fait rien de spécial, juste d'exister en virtuel, et malgré tout, quelle que soit la manière dont on l'écrit, on va désactiver la génération du constructeur de déplacement. Donc, deux possibilités. Soit on n'a pas envie que nos classes soient copiables et déplaçables, ce qui est souvent le cas dans des classes de base. Et dans ce cas-là, ce qu'il faudrait rajouter, c'est shape. Et même chose avec l'opérateur égal. En faisant ça, n'importe laquelle des fonctions empêche la génération du constructeur de déplacement. Si on désactive le constructeur de copie, il n'y a plus ni copie ni déplacement, on ne pourra ni copier ni déplacer la classe, il n'y a pas de souci. Et la même chose pour l'opérateur égal. Hein. Oui. Si Shape, elle avait hérité d'un truc stupide qui avait juste un destructeur virtuel. Si Shape avait hérité d'un truc stupide qui avait juste un destructeur virtuel, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème. Il y aurait besoin de... donc si... allez, on va écrire du code ignoble, on va la faire hériter de object. Ah, c'est moche, hein. Donc dans ces cas-là, on n'a pas besoin de définir des structures virtuelles puisqu'il existe déjà. On n'a pas besoin de ça, voilà, on a juste ça. Et là, le constructeur de déplacement existe. Parce qu'on n'a pas déclaré une autre de fonction spéciale qui empêche la définition du constructeur de déplacement. Mais sauf que object, C'est juste de montrer syntaxiquement qu'il fallait un destructeur virtuel, en fait, le forcer. Forcer la virtualité du destructeur. Oui. L'object S. Ah oui. C'est pour ça Attends, que je disais que ta version du départ, elle n'était pas instanciable, parce qu'il y avait une classe virtuelle pure, mais dans ce cas-là, on met le destructeur, on peut mettre aussi virtuelle pure, et ça pose aucun problème. Alors si la classe n'est pas instanciable, on s'en moque de son copie ou de son déplacement, donc effectivement là je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais si jamais il se trouve que notre classe de base est instanciable, ce qui est quand même ce qui peut arriver, dans ce cas-là il faut faire gaffe aux autres fonctions. Mais effectivement il faut que je réfléchisse. Alors c'est venu parce que je bosse dans une boîte où on fait des règles de code. Et du coup, j'ai implémenté tout content de moi la règle des 5. Et puis, j'ai commencé à écrire un petit article pour expliquer les difficultés, machin qu'on avait. Et puis, en écrivant l'article, j'ai creusé un petit peu. Je me suis dit, mais merde, finalement, il va peut-être falloir que je revienne sur la manière dont elle est implémentée parce que ce cas-là, il n'est pas bien pris en compte. Voilà. Et du coup, je voulais partager ça avec vous parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Le fait que ce soit juste le fait qu'il soit user declared
qui compte pour générer les fonctions spéciales, et pas le fait qu'il soit égal default, égal delete. Ça n'a aucun, c'est pas pris en compte du tout, quoi. Je ne sais pas si c'est applicable dans le cas de la virtualité, qui sera assez peu. Moi, j'utilise plutôt la règle des zéros, que je trouve bien meilleure. Alors, j'ai implémenté la règle des zéros en premier lieu. Et dans la description de la règle des 5, c'est si vous êtes dans un des rares cas où la règle des zéros n'est pas applicable, en ce cas-là, utilisez la règle des 5. Mais on est d'accord, la règle des zéros devrait correspondre à 95% de nos classes minimum, quoi. À part qu'on est obligé d'adapter ou d'utiliser du code qui a déjà été écrit et qui... Voilà, c'est pour wrapper du C, c'est pour ce genre de choses que la règle des 5 est utile. Mais autrement, j'ai oublié de le préciser là, c'est la règle des zéros qu'il faut utiliser en majorité, enfin, plus que la majorité du temps, quasiment tout le temps, quoi. Moi, j'aurais une question qui est un peu dans mon esprit, des trucs un peu qui se passent dans votre dos, quoi, ou pas. Quand on veut qu'un élément, une classe soit, on veut faire un déplacement de vecteur, il est déplaçable uniquement si, uniquement si les éléments eux-mêmes sont marqués, constructeur marqué noexcept. Oui. Quand on a une classe comme ça qui hérite d'une autre classe, est-ce que le noexcept doit être dépendant du noexcept constructeur de l'autre classe? Est-ce qu'on doit faire un noexcept ou un noexcept de la classe de base? Tu parles dans un cas template ou dans un cas de base? Non, mais on peut faire, le noexcept peut être paramétré en fait. On peut mettre un booléen dans le noexcept. Oui. La fonction noexcept. Mais si tu connais la classe de base, tu sais toi si la classe de base est, si le constructeur de déplacement de la classe de base est noexcept ou pas. Modifier par la suite, quoi. Du coup, je sais pas. Quelle est la bonne manière de faire? Est-ce que quand on a notre Alors déjà, la bonne manière de faire, c'est la règle des zéros et de là, de ne pas s'embêter. Pour moi, un constructeur de déplacement qui n'est pas noexcept, c'est très mauvais. Et le problème, c'est que c'est mauvais parce que ça va empoisonner le reste. C'est-à-dire que si tu ne fais rien de spécial, si ta classe de base ou une de tes données membres a un constructeur de déplacement qui n'est pas noexcept, le constructeur de déplacement qui sera généré automatiquement pour toi ne sera pas non plus noexcept. Et donc, tu vas empoisonner toutes les classes qui veulent t'utiliser avec un truc qui n'est pas noexcept et qui, du coup, va ne pas être efficace à copier. Donc, moi, ma règle, c'est, je vois pas de... Si j'ai défini quelque part un déplacement, c'est que je veux qu'il soit performant et en général, ça veut dire qu'il ne lance pas d'exception. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, il y a des cas où effectivement c'est difficile à faire. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Maintenant, il y a un problème qui est qu'il y a certaines classes de bibliothèques standards qui sont pas, où le constructeur de déplacement n'est pas déclaré noexcept. Et pour moi, c'est assez gênant et je suis un petit peu pas à l'aise par rapport à ça. En particulier, ils ne voulaient pas au niveau de la norme imposer que ça soit noexcept, parce qu'ils voulaient laisser une certaine liberté à l'utilisateur. Et puis en plus de ça, il y avait des gens qui... par exemple, il y a des gens qui voudraient que dans certains modes de debug, la classe lance des exceptions pour dire « attention, il y a un souci qui peut se passer ». Donc ils ne voulaient pas imposer que ça soit non-accept pour à part quelques rares fonctions bien déterminées, ils ne voulaient pas imposer que des choses soient non-accept. Et du coup, on a certaines classes de bibliothèques standards qui ne sont pas non-accept, mais ça, moi, je ne suis pas à l'aise avec cette chose-là. Donc maintenant, est-ce qu'il faut le mettre, si on le fait, est-ce qu'il faut le mettre conditionnel ou pas? Moi, j'aurais tendance à essayer de ne pas le mettre conditionnel et à dire, ben, si jamais il y a une exception qui vient de ma classe de base, je la wrap. Voire même, je déclare quand même no-accept parce que finalement, les cas d'exception peuvent être tellement rares que j'ai envie que mon programme croie que c'est no-accept. Parce qu'en pratique, il y aura pas, l'exception ne se déclenchera pas. Si c'est vraiment un cas qui n'est pas censé se déclencher dans mon programme, ben, autant déclarer no-accept et mentir, et avoir un bon comportement, que d'avoir un comportement trop précautionneux. Après, ça dépend du contexte, quoi, mais... Les constructeurs générés par défaut, ils sont no-accept. Ça dépend de tes données membres et de et tes classes de base. Si En gros, si tout est no-accept dans ton environnement, ça va être no-accept sans que tu fasses rien. Mais si jamais tu utilises des trucs qui ne le sont pas, dont les trucs du standard qui ne sont pas forcément, ben là, tu risques d'être embêté. Si jamais on a une classe qui a un constructeur par déplacement mais qui n'est pas no-accept et qu'on met ça dans une collection, je vais rester des vecteurs, l'erreur que j'ai eue avec GCC, c'était j'arrive pas à copier la classe. Ben ouais, parce que du coup, il n'utilise pas le constructeur par déplacement parce qu'il n'est pas no-accept. Ouais. Il voulait essayer de copier la classe et... Ah oui, si elle n'est pas copiable, il peut pas. Mais l'erreur que j'ai eue, elle était non intuitive pour moi. Oui. Pourquoi tu essayes de le copier alors que j'ai le... Oui. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'outil qu'on a, on a une nouvelle règle aussi qui est, si vous déclarez un constructeur de déplacement, déclarez-le no-accept. Ouais.
Parce que c'est con d'oublier de le mettre, enfin, d'avoir ce genre de choses un peu bizarres qui peut arriver, simplement parce qu'on ne connaît pas assez bien la règle et qu'on oublie de déclarer. Pour moi, c'est l'endroit où le no-except est le plus important, c'est vraiment à cet endroit-là, quoi. C'est dans le constructeur de déplacement. Je crois que j'ai dépassé mes 10 minutes, mais c'est pas ma faute, ils ont posé des questions. Voilà.